je vais commencer maintenant une introduction sur les systèmes d'exploitation. D'abord, on va commencer par une définition. Le système d'exploitation est un ensemble de programmes assurant la gestion de l'ordinateur et de ses périphériques. Donc, il permet la gestion de l'ordinateur. Sans lui, c'est vraiment difficile de gérer l'ordinateur. Il sert de base pour le développement et l'exécution de programmes d'applications. On se base sur lui pour créer nos applications. Pour Word, par exemple, je ne vais pas développer tout ce qu'il faut pour communiquer avec le matériel. Je vais me baser sur ce qui existe dans le système d'exploitation pour communiquer avec le matériel. Donc, toutes les applications ils se basent sur le système d'exploitation pour faciliter le codage de ces applications. Donc, le système d'exploitation a en charge l'exploitation de la machine pour en faciliter l'accès. Donc, la première chose, c'est faciliter l'accès. Le partage, donc il facilite aussi le partage de l'information. Et pour l'optimiser, optimiser l'utilisation du matériel. Donc, nous avons l'utilisateur, il est ici. Il va travailler sur des applications. Bien sûr, c'est des programmeurs qui vont créer ces applications-là. Et quand ils vont créer les applications, ils se basent sur ce qui existe dans le système d'exploitation. Il y a des code système qu'on va faire et ne pas programmer toute chose qu'on a besoin, par exemple l'accès au matériel. Et bien sûr, à travers ces calls au système d'exploitation, c'est comme ça qu'on va accéder au matériel informatique. Et de la même chose, si on veut récupérer un résultat, donc on passe par le système d'exploitation pour récupérer le résultat et lui va transférer ce résultat aux applications et l'utilisateur il peut accéder à ces résultats à travers des applications. Les rôles d'un système d'exploitation. La première chose, c'est assurer le partage de la machine physique, CPU, RAM et entrée-sortie. Bien sûr, une machine peut être utilisée par plusieurs utilisateurs. On pense à un serveur par exemple. Et même pour un seul utilisateur, il peut lancer plusieurs applications en même temps. Et toutes ces applications, ils ont généralement un seul microprocesseur, donc on exécute un à la fois. Et une mémoire, on doit la partager entre toutes les applications. Comment protéger les données d'une application de l'autre? Qu'est-ce qu'on doit exécuter et c'est quoi la prochaine exécution ou la prochaine application qui doit être exécutée ou le prochain programme? Donc tout ça, c'est géré par le système d'exploitation. Donc pour le CPU, quel programme de ceux existants dans la RAM doit s'exécuter? Pour la RAM, comment allouer la RAM aux différents programmes? Comment sécuriser les données entre ces programmes? Pour les entrées-sorties, dans quel ordre traiter les requêtes d'entrée-sortie pour optimiser les transferts. Il a un autre rôle, c'est rendre conviviale la machine physique, construire une machine virtuelle plus simple d'emploi et plus conviviale au-dessus de la machine physique. Un exemple, c'est le système de gestion des fichiers. Par exemple, on a tous l'idée que le C de point, c'est la racine et à partir du C, je vais trouver à l'intérieur un dossier et à l'intérieur de ce dossier, il y a un autre dossier, c'est hiérarchique. Nous, on peut bien concevoir une hiérarchie comme ça, mais bien sûr, en programmant, il n'y a pas de hiérarchie à l'intérieur du disque dur. Donc, c'est le système d'exploitation qui permet d'avoir cette vue assez compréhensible et facile pour l'humain de ce qui est réellement sur le disque dur. Simplifier la vie des utilisateurs et des programmeurs, on en a déjà parlé, au lieu de programmer chaque fonctionnalité comme l'accès au matériel, l'accès à la mémoire, etc. Donc le système d'exploitation, il permet de faire des calls à ces services pour accéder à la mémoire par exemple. Donc ça nous évite de programmer à chaque fois des parties qui vont se répéter et c'est optimal. Il le fait de la façon la plus optimale. Cacher la complexité de la machine pour l'utilisateur afin de l'utiliser sans savoir ce qui est derrière. On en a déjà parlé, on a donné l'exemple de système de fichiers. Je n'ai pas besoin de savoir comment est-ce que les fichiers sont réellement stockés, même si on va en parler après. Mais l'utilisateur n'a pas besoin de savoir exactement comment c'est fait, puisqu'il peut l'utiliser sans avoir ces connaissances qui sont généralement très complexes. Gérer les ressources de la machine d'une manière efficace. Puisque c'est codé d'une façon optimale, du mieux qu'on peut. Donc, c'est mieux que de programmer nous-mêmes et le résultat va être douteux. Et de toute façon, ce ne sera jamais mieux que le système d'exploitation parce qu'il y a des experts qui l'ont développé pour nous et ils le développent pour différentes machines. Donc, il y a une communauté derrière. Donc, on fait confiance au système d'exploitation. Protéger le matériel des applications.
parfois on peut endommager le matériel si on l'utilise mal. Donc il y a ici comme un contrôle sur le matériel, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Et le système d'exploitation permet de protéger le matériel des applications. Éviter la confrontation au même problème, ne pas réinventer la roue, bien sûr, comme si je veux saisir pour écrire quelque chose dans Word, je dois faire la même chose pour Excel, je dois faire la même chose pour différentes applications. Donc cette partie de aller chercher ce qui est écrit, on va la mettre dans le système d'exploitation et toutes les applications vont faire appel à cette partie-là au lieu que chacun la programme. Séparer les applications des spécificités du matériel, c'est la portabilité, ça c'est très important. Je peux faire un Word pour une machine, je sais pas, avec un i5 et après avec un i9, les instructions internes du processeur ont changé. Si je programme directement avec ces instructions, donc il faut que je change mon programme. Mais si je passe par un système d'exploitation, donc la partie que j'ai faite moi jusqu'au call des services qu'offre le système d'exploitation ne vont pas changer. Par contre, ce qui est après entre le système d'exploitation et le matériel, c'est ça ce qui va changer. Et ce n'est pas nous qui allons le faire. Donc, c'est une partie que le système d'exploitation va offrir, même s'il y a des changements dans le matériel, c'est à lui de les gérer. Nous, de notre part, on va faire toujours les mêmes appels au système d'exploitation. Donc, génération et chargement d'un système d'exploitation. On parlait depuis le début d'un système d'exploitation. Un système d'exploitation, c'est quoi un système d'exploitation? C'est un ensemble de programmes qu'on doit installer au début. Donc, quand on allume la machine, la première chose qui se lance, c'est le BIOS. C'est un petit programme qui est dans la ROM, Read Only Memory, et qui se lance en premier pour aller voir c'est quoi le matériel que vous avez. Donc, il check les matériels et après ça, il donne la main au système d'exploitation, c'est lui qui se lance en premier. Donc, au départ, il est dans le disque dur, dans une partie système du disque dur, et il va se charger dans la mémoire. C'est comme ça qu'on a une partie dans la mémoire qui est réservée au système d'exploitation. Et après, si on fait appel à des services du système d'exploitation, il est déjà dans la mémoire, donc il peut s'exécuter pour répondre aux appels qu'on lui fait. Donc, le processus de génération d'un système d'exploitation désigne l'opération consistant à configurer le système en fonction des caractéristiques du site sur lequel il est appelé à s'exécuter. C'est le même système d'exploitation qu'on installe sur différentes machines. Et bien sûr, selon la mémoire qui existe, selon le microprocesseur qui existe, selon le matériel qui existe, lui, quand il va s'exécuter, il va choisir ce qui marche avec ce type de matériel. La génération est effectuée par un utilitaire particulier qui s'appelle sysgen, livré avec le système d'exploitation. Donc, quand vous faites l'installation, le sysgen, donc après avoir checké le matériel, il sait comment traduire une somme, par exemple, comment est-ce qu'elle va être faite sur ce microprocesseur ou une multiplication. Donc, c'est ce qu'il va installer par rapport à cette machine. Et le même système d'exploitation, vous l'installez sur une autre machine, il va faire la multiplication d'une façon qui est adéquate à cette nouvelle machine. Donc ça, c'est la génération du système d'exploitation. Sysgen rend le système opérationnel pour la machine cible à partir des paramètres fournis par l'administrateur et des bibliothèques de distribution. Donc à partir combien vous avez de mémoire, les idées périphériques disponibles, etc. Lui, il va choisir qu'est-ce qu'il va installer dans cette machine particulière. Génération et chargement d'un système d'exploitation. Les programmes composant le système d'exploitation généré sont conservés sur un support de masse non volatile, un disque dur. À l'allumage de la machine, un premier programme d'amorçage, le Bootstrap, placé dans une ROM, effectue un test du matériel, puis il charge à partir du support de masse un programme d'amorçage plus sophistiqué. Cette amorce est placée dans une zone particulière du support de masse, exemple le bloc 0 du disque. On parle alors de bloc d'amorçage et de disque système. Donc là où vous avez installé par exemple le C2 point, où vous avez installé votre système d'exploitation, il s'appelle maintenant disque système. Une fois cette amorce placée en RAM, elle s'exécute et charge à leur tour les programmes du système d'exploitation. Donc à l'allumage, à partir du disque du système, on va prendre le système d'exploitation installé, on va le placer dans la mémoire, on va le charger. Une fois chargé sur la mémoire, donc il va répondre aux différents calls qu'on va faire à partir des autres applications et il va gérer le matériel, il va faire tous les rôles qu'on a spécifiés tout à l'heure. Maintenant, les types des systèmes d'exploitation. Nous avons les systèmes de traitement par l'eau, les batchs.
Ils sont apparus dans les années 50. Un système batch est prévu pour exécuter l'un après l'autre des grands calculs, avec peu d'intervention utilisateur. Donc c'est comme un grand programme, il y a une instruction après l'autre, on les met et on n'intervient pas beaucoup. Donc il va exécuter une après l'autre, c'est ça ce qu'on appelle un système par lot. Le cœur de ce type de système d'exploitation est un programme moniteur qui réside continuellement en mémoire centrale et qui permet de commencer ou d'arrêter l'exécution du lot. À cette époque, un programme n'est autre qu'une pile de cartes perforées. De nos jours, nous pouvons toujours créer des fichiers batch, le point bat, pour une exécution par lot. Un point bat où vous mettez plusieurs instructions et ce qu'il fait, c'est qu'il exécute une après l'autre. Donc ça, c'est un système très simple où l'utilisateur n'intervient pas beaucoup. Ici, nous avons des cartes perforées. On avait plusieurs cartes perforées. Lui, il exécute une après l'autre, où il y avait des 0, des 1 avec des trous où il n'y a pas de trous. En raison de grandes différences de vitesse entre le CPU et les périphériques dans un système d'exploitation batch, le CPU est inutilisé 90% du temps parce que les programmes attendent qu'un périphérique ou un autre termine les opérations. Pour passer à la prochaine instruction, il faut d'abord terminer l'instruction en cours. Et parfois, cette instruction, c'est une instruction de lecture-écriture, c'est une instruction qui est lente. Donc le CPU, pendant ce temps, il ne fait rien. Il attend que l'instruction se termine et comme ça, on perd beaucoup de temps. Alors, on a créé ce qu'on appelle les systèmes multitâches en multitasking. À partir des années 60, plusieurs programmes sont placés en mémoire. Donc, on n'a plus un programme moniteur, mais on a plusieurs programmes qui sont dans la mémoire. Et lorsque le CPU, donc le programme en cours d'exécution, attend un résultat de la part d'un périphérique, donc il ne fait rien, le CPU ne fait rien, le système d'exploitation ordonne au processeur de changer de processus. Donc, toi, tu as besoin de temps pour avoir un résultat d'une instruction. On va le laisser et on va aller prendre un autre programme et on va exécuter ces instructions et on fait le tour. Donc, on sert plusieurs programmes en même temps. C'est pas du parallèle, mais c'est du quasi-parallèle. C'est tellement rapide qu'on a l'impression que c'est du parallèle. Le but recherché de tels systèmes est d'augmenter l'efficacité de l'utilisation du processeur et des périphériques en utilisant la possibilité de les faire fonctionner en parallèle. Ce type de système est rendu possible grâce à la technique du DMA, le Direct Memory Access, qu'on a expliqué. Ça veut dire que le CPU ne va pas aller chercher l'information du périphérique, mais c'est le DMA qui va le faire, comme ça il a le temps d'aller faire autre chose. Les systèmes à temps réel, ils sont apparus à partir des années 80. Ils sont destinés aux dispositifs qui doivent non seulement donner des résultats corrects, mais dans un délai déterminé. Vous pouvez penser aux différents robots ou dans des usines où ils doivent poser quelque chose à la seconde près ou à la milliseconde près. Donc, c'est ce qu'on appelle des systèmes à temps réel. Ils sont souvent utilisés par des ordinateurs reliés à un appareil externe où un retard de réponse de l'ordinateur entraînerait un échec de l'appareil, pilote automatique, les robots, etc. Les temps de réaction doivent être garantis, chose qu'on ne peut pas garantir avec le multitask. Je sais que je peux exécuter plusieurs à la fois, mais je ne peux pas garantir que je vais répondre à cette instruction dans un délai de 2 secondes, par exemple. C'est impossible. Le système d'exploitation autorise un contact direct entre les logiciels applicatifs et les périphériques. Donc, il peut même, pour plus de rapidité, permettre que l'application passe directement au matériel, ne passe pas par le système d'exploitation. Les ressources peuvent même être réservées à l'avance. Il n'y a pas de surprise par la suite, on va trouver qu'une ressource est déjà utilisée, ce qui évite les ralentissements que provoqueraient les réservations à la volée et garantit que les ressources seront continuellement disponibles. Donc ça, c'est les différents types de systèmes d'exploitation, les plus connus, les grandes catégories. Et selon l'utilisation, on va choisir qu'est-ce qu'on veut. Et maintenant, pour tous les ordinateurs personnels, on a du multitask. On n'est pas à la milliseconde près pour la réponse, mais on veut faire plusieurs choses à la fois. Je veux naviguer en écoutant de la musique, donc c'est deux applications différentes qui vont être en quasi parallèle. Ça va être tellement rapide qu'on va penser que nous avons deux microprocesseurs pour deux exécutions en parallèle, mais c'est juste le multitasking. Et pour les robots, par exemple, et des bras automatisés, etc., là, on va choisir du temps réel.
la chronologie des SE. En 51, nous avons le Leo. En 61, le MCP. Et en 66, nous avons le DOS 360, le système d'exploitation d'IBM Disk. En 69, nous avons le Unix, plus tard qui est devenu Unix de AT&T. Et en 70, le DOS 1.1. En 75, la 6e édition d'Unix. Et en 81, le MS-DOS. En 84, le Mac OS. En 85, le Windows 1.0. En 88, l'OS 400. Ça, c'est comme un serveur avec plusieurs terminaux qui sont connectés à ce serveur. En 91, Linux. Et Palm OS en 96. Et 2001, le Mac OS X. Et là, c'est un passage au OS X. Et en 2003, Windows XP. Et la suite, vous la connaissez tous. On est maintenant au Windows 10.